Alors, le petit topo, c'est coïncidence et probabilité, les mathématiques contre le paranormal. Alors, pourquoi parler de coïncidence quand on parle de paranormal? Eh bien, je vais donner un premier exemple. Très connu, le triangle des Bermudes. Alors, qu'est-ce que c'est que le triangle des Bermudes? Alors, c'est une zone, là, en forme de triangle où, selon la croyance, il ne faut surtout pas aller ni en bateau, ni en avion, ni en sous-marin, parce que tout ça, ça disparaît sans laisser de traces. Il y a une espèce de malédiction. Alors, comment ça se fait? Eh bien, certains parlent de l'Atlantide, certains parlent des extraterrestres, de forces magnétiques, d'autres un petit peu plus sérieux évoquent le climat, là-bas il y a des tornades, etc., ce qui expliquerait que dans cette région, il y a des disparitions de bateaux ou d'avions inexpliquées. Alors, je vais tout de suite vous donner la réponse. Pourquoi est-ce que le triangle des Bermudes, c'est plus dangereux? Eh bien, tout simplement, c'est faux. Voilà, le triangle des Bermudes, c'est pas plus dangereux qu'une zone de surface comparable ailleurs. Et d'ailleurs, s'il fallait s'en convaincre, il faut savoir que les compagnies d'assurance ne mettent pas de surprime pour les bateaux qui vont dans cette région, donc je pense que là-dessus on peut leur faire confiance. D'où vient ce triangle des Bermudes, cette croyance du triangle des Bermudes? Eh bien, fin 1945, il y a une escadrille d'avions, 5 avions, qui se sont perdus à peu près dans cette zone-là. Voilà, et on n'a jamais retrouvé les avions, bon, voilà. Et en fait, un avion parti à leur recherche s'est lui aussi perdu à peu près dans la même zone, et on l'a jamais retrouvé. Donc ça, bon, on peut considérer que ça s'appelle une coïncidence, et à partir d'une coïncidence, on a bâti un des mythes les plus connus du paranormal. Alors je vais prendre d'autres exemples, chopés sur internet. Alors je dis dans le match du plus ridicule, il y a le choix, parce que alors on en a plein des comme ça. Donc par exemple, en 1955, Émile N décida d'abattre son chien malade, il l'attacha au fond du jardin et tira. La balle traversa la haie et tua une dame qui passait dans la rue. Il s'agissait de Mademoiselle le chien. Voilà. Et on dit des commentaires, ah ça ne peut pas être un hasard, etc. Bon, si c'est une coïncidence. Alors, autre coïncidence, donc un petit peu moins rigolo, on va parler du 11 septembre. Donc certains disent que le 11 septembre, ça ne pouvait pas être un hasard. La preuve, c'est qu'on retrouve le nombre 11 partout. Donc New York City a 11 lettres, figurez-vous. Afghanistan a 11 lettres, tiens. Ramsid Youssef, un des terroristes, a 11 lettres. On a pris celui-là, pas les autres, ça marchait pas. The Pentagone a 11 lettres, donc on a mis The, sinon ça marchait pas non plus. George W. Bush a 11 lettres, bref. Le nombre total de victimes dans les avions détournés fut de 254, 2 plus 5 plus 4, ça fait 11, figurez-vous. Et les deux tours jumelles forment le nombre 11. Bon, voilà. Donc, je pense que si on avait pris n'importe quel autre nombre, comme il y a beaucoup de nombres qui apparaissent dans ce genre de situation, on aurait pu trouver aussi des choses se rapportant à ces nombres-là. Bon, bah là c'est 11 parce que 11 septembre. Bon, bref, voilà. Encore un. Alors, si vous avez un grille-pain, c'est quand même possible de gagner 28 000 $, car figurez-vous que quelqu'un a fait griller son toast et voilà ce qu'il a obtenu. Et bien sûr, on reconnaît l'image de la Vierge. Donc c'est une coïncidence que l'image qui a été obtenue ressemble vaguement quand même à la Vierge, n'empêche qu'il l'a vendue sur eBay pour 28 000 $. Dernier exemple, alors un psychanalyste célèbre, Carl Jung, lors d'une séance avec un patient, le patient lui racontait qu'il avait fait un rêve où dedans il y avait un scarabée doré, et tout à coup il entend un toc sur la fenêtre, il va voir ce que c'est, et tiens, c'est un scarabée qui vient de se scratcher. Donc encore une fois, c'est une coïncidence, mais lui, il tire toute une théorie sur la synchronicité des événements, etc. Toute une théorie parfaitement fumeuse et absolument pas scientifique. Alors voilà pour quelques exemples de coïncidences qui ont pu donner lieu à des théories qui ont plus ou moins bien marché sur des théories paranormales. Bon, alors on va faire quand même un peu des mathématiques avant de revenir à ces histoires de coïncidences et de paranormal. Alors, on va faire des choses relativement simples, ne fuyez pas tout de suite.
Mais d'abord, comment est-ce qu'on peut faire des mathématiques avec le hasard, hein? Parce qu'en règle générale, les mathématiques, c'est quand même très très sec, hein. 2 plus 2, ça fait 4, il n'y a pas de hasard, alors comment on peut faire des mathématiques avec le hasard? Eh ben déjà, imaginons qu'on lance une pièce de monnaie 10 fois, et qu'on compte le nombre de piles et le nombre de faces. Alors j'ai fait le petit graphique de ce que ça donne, hein, c'est-à-dire que, eh bien, vous voyez, vous avez plus de chances d'avoir 5 piles, 5 faces que 2 piles et 8 faces, mais bon, on peut quand même l'obtenir. Mais si on le lance 100 fois, voilà ce que ça donne, et si on lance la pièce 1000 fois, ah bah vous voyez que tout à coup, on est quand même très 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 proche, on a d'immenses chances d'être très proche de moitié pile, moitié face ou pas loin, hein, et donc, eh ben, on voit qu'il y a forcément quelque part des lois derrière le hasard, hein, et quand il y a des lois, quand on repère des choses comme ça, eh ben, en règle générale, c'est qu'on peut faire des mathématiques. Alors, l'étude mathématique du hasard, ça s'appelle les probabilités. Alors, jouer avec le hasard, ça se fait depuis longtemps, depuis très longtemps, et même, vous voyez, le mot hasard, l'origine étymologique, c'est l'arabe al-zar, qui veut dire dé à jouer. Donc, concept de hasard, c'est beaucoup lié à ce genre de choses. Alors, les premiers qui ont vraiment fait des mathématiques sur le hasard, c'est-à-dire qui ont inventé la notion de probabilité, alors c'est au XVIIe siècle. C'est deux savants, mathématiciens, des savants, qui, par des échanges de courriers, ont posé les fondements des probabilités. Le premier, c'est Blaise Pascal, il est un peu connu, les pensées de Pascal, l'étude de la pression, hectopascal par exemple, ou les machines à calculer. Donc Blaise Pascal, et le deuxième, Pierre de Fermat, qui lui était surtout mathématicien, voilà, et qui est un peu connu de ceux qui s'intéressent aux mathématiques, grâce au théorème de Fermat, qui a été un des théorèmes non démontrés les plus connus, jusqu'à ce que ce soit démontré il y a une grosse vingtaine d'années. Alors, Pascal et Fermat se sont intéressés à un problème qu'on se posait à l'époque, qui s'appelle le problème des parties. C'est comme ça que ça s'appelait. Alors résumons, imaginons qu'il y ait deux joueurs de tennis, qui parient chacun 6 €, donc il y a 12 € dans la cagnotte, pour savoir qui va l'emporter des deux. Et donc disons qu'il y a Ahmed qui joue contre Bérénice, et c'est en 3 sets gagnants, c'est-à-dire que le premier qui remporte 3 points a gagné, et il s'avère qu'à un moment, on en est à 2-1, 2 pour Ahmed, 1 pour Bérénice, et que la partie doit s'arrêter là. La partie doit s'arrêter là, et donc la discussion, c'est qu'est-ce qu'on fait des 12 €? Alors, on pourrait rendre les 6 € à chacun, mais là il y a Ahmed qui râle, en disant bon, bah j'ai été quand même pas loin de gagner, donc pourquoi j'ai que 6 €? On pourrait donner 12 € à Ahmed parce qu'il est en tête, mais là c'est Bérénice qui râle, en disant bah oui, mais moi je pouvais rattraper le coup. Alors, on peut se dire, bah tiens, il y a 2-1, donc on va faire 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire 8 pour Ahmed, 4 pour Bérénice. Alors pourquoi pas? Mais Pascal et Fermat, ils vont avoir une autre idée. Ils vont se dire, et si la partie avait continué, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer? Eh bien, il y aurait pu avoir, dans le 4e set, victoire d'Ahmed, c'est-à-dire 3-1, pour Ahmed. Ou victoire de Bérénice, donc 2-2. Dans ces cas-là, la partie, elle continue. Et là, Ahmed, il peut gagner 3-2, ou Bérénice, elle peut gagner 3-2. Et ils vont se dire, on va considérer qu'il y a autant de chances qu'il y ait une situation plutôt que l'autre au 4e set, et pareil au 5e set. C'est-à-dire que au 4e set, il y a une chance sur 2 que ce soit Ahmed qui gagne, et une chance sur 2 que ce soit Bérénice qui gagne. Et si c'est Bérénice qui gagne, on passe au 5e set, et là il y a une chance sur 2 que ce soit Ahmed qui gagne, et une chance sur 2 que ce soit Bérénice qui gagne. Et donc au bout du bout, quelle est la probabilité, le mot est lâché, pour que ce soit Bérénice qui remporte la partie? Eh bien il faut qu'elle remporte le 4e set, une chance sur 2, et le 5e set, une chance sur 2, et ça fait une chance sur 4, pour que Bérénice gagne. Dans tous les autres cas de figure, c'est-à-dire Ahmed gagne au 5e set, une chance sur 4, ou
dès le 4e set, une chance sur 2, ça fait 3 chances sur 4 pour qu'Ahmed gagne. En prenant cette façon de considérer les choses, la juste répartition ne serait pas 2 tiers, 1 tiers, mais 3 quarts, 1 quart, c'est-à-dire 9 € pour Ahmed et 3 € pour Bérénice. Donc, en regardant les choses sous cet angle-là, Pascal et Fermat ont inventé les probabilités, c'est-à-dire la façon mathématique de considérer le hasard. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une probabilité? Alors une probabilité, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Alors 0, par exemple, c'est une probabilité nulle, du style quelle est la probabilité pour que je puisse moi écouter Macron à la télé sans m'énerver? 0. Et la probabilité 1, c'est obligatoire. Par exemple, quelle est la probabilité pour que Sibeth Ndiaye prenne la parole en disant une ânerie? 1, c'est obligatoire. Et entre les deux, par exemple, si on lance à pile ou face, la probabilité de faire pile, c'est 1/2, 50%, 1/2. Quand on lance un dé, quelle est la probabilité de faire 1? C'est 1/6, etc., etc. Donc c'est ça la probabilité de ce qu'on appelle un événement. Alors maintenant, comment calculer des probabilités? Alors on a bien des choses, mais là on va apprendre 3 petites règles. Et la première règle qu'on va apprendre, c'est l'équiprobabilité. Alors équi, même, probabilité, probabilité. Donc c'est quand j'ai plusieurs possibilités et qu'elles ont toutes la même probabilité d'arriver. Par exemple, figurez-vous que chez moi, j'ai 12 CD, c'est déjà pas mal. Donc un CD de François Valéry, qu'un ami m'a offert, enfin c'est plus un ami, bien sûr, bon, et un CD de Georges Brassens. Ça c'est pour prendre un exemple, j'en ai plus d'un de Georges Brassens. Donc un de François Valéry, un de Georges Brassens. J'entre chez moi le soir, je suis un peu crevé, donc je prends un CD au hasard sans regarder et je le mets. La probabilité que ce soit celui de François Valéry, c'est une chance sur 12. Parce que j'ai 12 CD en tout, et que j'en ai un de François Valéry, et que j'ai autant de probabilités, équiprobabilité, d'avoir celui de François Valéry ou un autre. Donc une chance sur 12. Et celui de Georges Brassens, 1 sur 12 aussi. Première conclusion, ne choisissez pas vos CD au hasard. Et la petite formule mathématique, qui va bien pour ceux que ça intéresse. Deuxième petite règle, les événements contraires. C'est-à-dire, quand j'ai la probabilité que quelque chose arrive, la probabilité que ça n'arrive pas, c'est 1 moins la probabilité de départ. Alors par exemple, nous on dit, les économistes se gourent 9 fois sur 10. Ils ont 9 chances sur 10 de se gourer. Alors eux, ils pourraient dire, ça veut dire qu'on a quand même raison, une fois sur 10. Comme ils ont 9 chances sur 10 de se gourer, la probabilité d'avoir raison, c'est 1 moins 9 sur 10, ce qui veut dire 1 sur 10. Donc pour avoir l'événement, probabilité de l'événement contraire, on fait 1 moins. Et à nouveau, la petite formule. Troisième petite règle de calcul, donc vous vous rappelez, il y a l'équiprobabilité, les événements contraires, maintenant l'indépendance des événements. C'est quoi? C'est quand je veux avoir la probabilité d'avoir plusieurs choses qui arrivent, si ces choses-là n'ont pas d'influence les unes sur les autres, alors je multiplie les probabilités. Alors un petit exemple tiré de ma vie personnelle, j'ai une chance sur 4, le matin, quand je vais au travail, de pas trouver mes clés. J'ai une chance sur 5 d'avoir un problème au démarrage, et j'ai une chance sur 3 de me tromper de route. Bien. Et je voudrais avoir la probabilité que j'arrive en retard. Alors, je vous donne le petit truc d'abord, je vais calculer la probabilité d'arriver à l'heure. Et pour arriver à l'heure, il faut que je trouve mes clés tout de suite, que j'ai pas de problème au démarrage, et que je me trompe pas de route. Et tout ça, c'est indépendant. C'est pas parce que je trouve mes clés tout de suite que je vais pas avoir de problème au démarrage, ou etc. Alors, d'abord, j'ai une chance sur 4 de ne pas trouver mes clés tout de suite. Quelle est la probabilité de trouver mes clés tout de suite? Je fais un petit coup d'événement contraire, c'est 3 sur 4. J'ai une chance sur 5 d'avoir un problème au démarrage, donc la probabilité de ne pas avoir de problème au démarrage, c'est 4 sur 5. Et j'ai une chance sur 3 de me tromper de route, donc la probabilité de ne pas me tromper de route, c'est 2 sur 3. Et la probabilité d'avoir ces 3 trucs-là en même temps, je trouve mes clés tout de suite, j'ai pas de problème au démarrage, je me trompe pas de route,
Comme c'est indépendant, je les multiplie. Donc la probabilité d'arriver à l'heure, c'est 3 sur 4, fois 4 sur 5, fois 2 sur 3. Alors ceux pour qui ça dit de faire le calcul, vous mettez sur pause, vous faites le calcul, et vous voyez, si vous avez la même chose que moi, on tombe sur 2 sur 5. Alors pour faire le calcul facilement, il y a un 4 en bas, en premier, qui se simplifie avec le 4 en haut, qui est en deuxième, et le 3 en bas, qui est en troisième, qui se simplifie avec le 3 en haut, qui est en premier. Et on se récupère 2 sur 5. Voilà. Alors ça, 2 sur 5, c'est la probabilité d'arriver à l'heure. Donc la probabilité d'arriver en retard, à nouveau un petit coup d'événement contraire, c'est 3 sur 5. Voilà. Donc on a fait ce calcul grâce à l'indépendance des événements. Au passage, je vous donne la petite astuce. Si vous arrivez en retard avec votre Chaffiral, vous pouvez dire « Ah bah oui, mais j'avais 3 chances sur 4, une chance sur 5, 2, une chance sur 3. » Bon, c'est jamais, ça peut marcher. Et voilà la petite formule qui convient pour cette occasion. Alors donc on a appris 3 façons de calculer des probabilités. Je voudrais parler d'une 4e petite règle. Là, c'est pas pour calculer des probabilités, mais c'est la répétition d'un grand nombre de fois le même événement. En fait, un événement, même qui a peu de chances d'arriver, si je le répète, je le répète, je le répète, je le répète, ça finit forcément par marcher. Voilà. Alors, je prends un exemple, tiré encore de ma vie personnelle. Comment je fais, moi, l'été pour draguer sur la plage? Eh bien, c'est très simple, je fais des tours de magie. Et voici une petite démonstration. Bonjour. Bonjour. Un petit tour de magie. Un petit tour de magie. Prends une carte. Je vais prendre celle-ci. Je ne la regarde pas. Et je dis dame de cœur. Pas du tout. Bon, alors évidemment, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que j'ai dit au hasard. Il y avait un jeu de 52 cartes. Et la probabilité donc pour que je tombe sur la bonne carte, c'était donc équiprobabilité. Une chance sur 52, ce qui est très peu. Donc, ça marche rarement. Mais, du coup, j'essaye avec beaucoup de filles. Et à un moment ou à un autre, ça finit bien par marcher. Et dans ces cas-là, c'est le succès assuré. Alors, autre exemple, comment gagner à l'euro-million? C'est très simple. Figurez-vous que la probabilité de gagner le gros lot, c'est à peu près une chance sur 100 millions. Donc, pour gagner à l'euro-million, il suffit de jouer beaucoup. On finit par gagner. Alors, j'ai fait le petit calcul pour vous. Si vous jouez une fois par semaine, pour avoir à peu près une chance sur 2 de gagner au moins une fois le gros lot, il vous faudra quand même 3365 siècles. Ça fait beaucoup. Tout ça est résumé par la devise Shadok. En essayant continuellement, on finit par réussir, donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Voilà pour ces petites règles de calcul de probabilité, plus la répétition qu'on vient de voir. Maintenant, revenons au hasard, à la malchance, aux coïncidences, à tout ce qui peut entraîner tout un tas de théories paranormales. Alors d'abord, la première chose auquel il faut faire vraiment attention, c'est que quand on parle de probabilité, bien souvent, le bon sens nous trompe. On croit avoir une idée de la probabilité que ça peut avoir, et puis, c'est pas si vrai que ça. Alors, je vais prendre plusieurs exemples. D'abord, le jeu des enfants. Si je vous dis, dans une famille de 2 enfants, si l'un des 2 enfants est une fille, quelle est la probabilité pour que l'autre soit un garçon? On se dit, réfléchissez, une chance sur 2. Alors, est-ce que c'est vraiment une chance sur 2? Regardons. Voici les 4 cas de figure d'une famille de 2 enfants. Fille ou garçon pour le premier, fille ou garçon pour le deuxième. Et je vous dis, l'un des 2 est une fille. Ce qui veut dire que ça exclut le cas où il y a 2 garçons. Et l'autre est un garçon, c'est les 2 cas de figure-là, garçon-fille ou fille-garçon. Et comme c'est équiprobable, la probabilité que l'autre
soit un garçon, et ben ça fait 2/3, et pas un demi comme on le croyait. Donc là on se fait avoir par le bon sens. Deuxième exemple, le jeu de la carte routière. Alors ça, je fais appel aux souvenirs de certains, et à l'imagination des plus jeunes. Figurez-vous que pendant tout un temps, quand on voulait aller à Crespalais, eh bien, on avait besoin d'une carte routière, il n'y avait pas de GPS, donc on prenait une carte routière, et souvent les cartes étaient dans un petit livret, donc découpé, et puis il y avait un livre comme ça, et puis on cherchait la bonne page, et on regardait où est-ce qu'il y avait Crespalais, et figurez-vous que Crespalais, eh ben, badaboum, comme par hasard, ça se situe au bord. Et quand c'est au bord, eh ben, c'est bien pénible de pouvoir suivre la route, faut tourner la page, on ne sait plus où on en est, etc. Bien. Donc, imaginez, il y a un conducteur, c'est vous qui êtes à la place du passager qui avez la carte, vous devez guider, et là vous dites, c'est pas vrai, c'est au bord, j'ai pas de bol, c'est vraiment pas de chance, j'ai la poisse, surtout si la semaine d'après vous partez avec les mêmes, à Tréfouiller les 3 châteaux, c'est Tréfouiller 3 châteaux, sur la carte, c'est sur une autre page, mais c'est encore au bord, et là on se dit, zut alors, au bord, c'est vraiment pas de bol. Voilà, quand même, au bord, zut. Bon, alors, discutons, est-ce que, si ça tombe au bord, est-ce que c'est vraiment pas de bol? Alors, on va calculer, donc, là, ma carte, elle fait 20 cm de hauteur et 30 cm de largeur, c'est presque 21-29,7, une feuille A4, et on va dire qu'on est au bord si on est à 2 cm du bord. Donc c'est vraiment tout proche du bord. Et pour calculer la probabilité pour qu'un point pris au hasard tombe au bord, eh bien, on va calculer les surfaces. On va calculer la surface du bord, on va calculer la surface totale, et on va diviser. La surface du bord divisée par la surface totale. Et pour calculer la surface du bord, alors je vous rappelle que le bord il est à 2 cm, eh bien je vais découper le bord en 4 rectangles, comme ceci, avec le rectangle du haut, donc qui fait 2 fois 30, c'est-à-dire 60, le rectangle du bas qui fait 2 fois 30, c'est-à-dire 60, et les 2 rectangles sur le côté, c'est 2 fois 16. Attention, c'est pas 2 fois 20, c'est 2 fois 16, parce que j'ai enlevé 2 cm en haut et 2 cm en bas. Donc ça fait 32 et 32. Et donc la surface totale du bord, c'est 60 plus 32 plus 32, 184. Tandis que la surface totale de la carte, c'est 20 fois 30, c'est-à-dire 600. Donc la probabilité que ce soit au bord, c'est 184 sur 600, c'est-à-dire à peu près 0,3, donc pas loin d'une chance sur 3. Eh ben une chance sur 3, on n'est pas dans le vraiment, on n'a pas de bol. Et même si ça arrive 2 fois de suite, on va dire que c'est indépendant, c'est 1 sur 3 fois 1 sur 3, c'est 1 sur 9, un peu plus de 10% de chance, c'est quand même pas absolument exceptionnel. Voilà. Donc, si ça vous arrive un jour, bah c'est au bord, oui, bon. Voilà. Troisième exemple, le jeu des anniversaires. Alors, vous êtes un enseignant, et à la rentrée, vous faites l'appel, vous avez une classe de 35, vous faites l'appel, et là vous vous rendez compte que, tiens, sur les 35 élèves, il y en a 2 qui sont nés le même jour, qui ont la même date d'anniversaire. Bon. Et là vous dites, tiens, c'est quand même rigolo. Alors évidemment, on va dire qu'ils sont pas frères jumeaux, sinon ça compte pas. Mais il y en a 2, ils ont rien à voir, et hop, ils ont la même date d'anniversaire. Alors, on se dit, tiens, il y a 365 jours en tout, ils sont 35, il y a quand même peu de chances que ça arrive. Ouais. Alors est-ce que vraiment il y a peu de chances que ça arrive, que sur 35 personnes prises au hasard, il y en a 2 qui aient la même date d'anniversaire? On va calculer ça. Alors, une personne prise au hasard, elle a une date d'anniversaire quelconque. Et là, maintenant, je vais calculer la probabilité pour que ça n'arrive pas, ce que je viens de dire. C'est-à-dire pour que personne n'ait la même date d'anniversaire. Je prends une deuxième personne, la probabilité qu'elle n'ait pas la même date d'anniversaire que le premier, il faut que sa date d'anniversaire soit parmi les 364 autres jours. Et comme c'est équiprobable, c'est 364 sur 365. Si je prends une troisième personne, pour qu'elle n'ait pas la même date d'anniversaire que les 2 autres,
il faut qu'elle ait sa date d'anniversaire dans les 363 jours qui restent. Donc la probabilité, c'est 363 sur 365. Et comme tout ça, c'est indépendant, je multiplie. S'il y a une quatrième personne, je multiplie à nouveau par 362 sur 365, etc. Et comme j'ai dit 35 personnes, je multiplie par jusqu'à 331 sur 365. Et quand je fais le calcul, eh bien, tout ça me fait à peu près 0,19. C'est-à-dire 19% de chance qu'ils aient tous une date d'anniversaire différente. Et je fais maintenant un petit coup d'événement contraire. La probabilité, donc pour qu'il y en ait au moins deux qui aient la même date d'anniversaire, c'est 1 moins 0,19, c'est-à-dire 0,81. Donc sur 35 élèves, il y a en fait 81% de chances que 2 soient nés le même jour. Et même quand on fait le calcul, sur 23 élèves seulement, il y a un peu plus d'une chance sur 2 que 2 soient nés le même jour. Donc ce qui paraissait assez invraisemblable, eh bien ça ne l'est pas tant que ça. Donc attention, il y a des coïncidences qui peuvent paraître invraisemblables, qui peuvent paraître incroyables, en fait qui ne le sont pas tant que ça, parfois il vaut mieux calculer. Alors il y a des coïncidences qui le sont aussi vraiment invraisemblables. Ça existe, bien entendu. Par exemple, un chanteur, figurez-vous, a chanté ma date d'anniversaire. Jour, mois, année. Je suis né le 14 avril 1977, et Renaud a chanté 14 avril 1977, dans la banlieue où il fait nuit, etc. Bien, alors ça c'est une coïncidence parfaitement invraisemblable. Sauf que ça, tout le monde s'en moque, d'accord. Alors, prenons un autre exemple, là encore tiré d'un site internet qui défend l'idée qu'il y a le paranormal, qu'on ne peut pas tout expliquer, etc. Figurez-vous que 3 des 5 premiers présidents des États-Unis sont morts un 4 juillet. Un 4 juillet en plus, attention, 4 juillet. Date de l'indépendance, fête nationale des États-Unis, etc. Bon, alors calculons déjà. Quelle était la probabilité pour que ça arrive? Alors la probabilité pour que le premier y soit mort un 4 juillet, c'est une chance sur 365. Le deuxième soit mort un 4 juillet, une chance sur 365 aussi. Et le troisième, une chance sur 365. Et comme tout ça c'est indépendant, ça se multiplie. Donc ça fait 1 sur 365 fois 1 sur 365 fois 1 sur 365. Et ça fait à peu près une chance sur 50 millions. Alors ça c'est la probabilité que les 3 premiers soient morts un 4 juillet. Là c'est 3 des 5 premiers. Donc là j'ai fait le calcul pour vous, on en est à une chance sur 5 millions seulement entre guillemets, bon, mais c'est très 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 peu. Donc c'est vraiment une coïncidence vraiment invraisemblable, et pourtant c'est arrivé. Et voilà ce qu'ils nous disent, ah mais il y avait une chance sur 5 millions, et pourtant c'est arrivé, donc ça ne peut pas être le hasard. Mais si, parce que pourquoi est-ce qu'ils nous parlent des présidents des États-Unis qui sont morts un 4 juillet? Parce que c'est arrivé. Mais ils nous parlent pas des premiers ministres français, ou des ministres de la culture belge, ou des ministres de la justice lettons. Et pourquoi? Parce que là, il n'y a rien à dire. Et en fait, des coïncidences qui ont une chance sur 5 millions d'arriver, mais qui n'arrivent pas, il y en a énormément, énormément, énormément. Donc dans toutes les coïncidences à une chance sur 5 millions qui peuvent arriver, qu'il en arrive de temps en temps, c'est normal. C'est la répétition d'un grand nombre de fois la même expérience de tout à l'heure. Ce qui serait paranormal pour de vrai, c'est qu'il n'en arrive pas du tout, jamais. Mais qu'il y en arrive un de temps en temps, c'est normal. Donc il n'y a aucun mystère, aucun paranormal au fait qu'il y ait des coïncidences vraiment invraisemblables qui arrivent de temps en temps. Voilà. Alors, je rappelle, d'abord, les coïncidences paraissent invraisemblables, méfiance, vaut mieux calculer. Certaines sont vraiment invraisemblables, et c'est normal que ça arrive, il n'y a pas de souci. Et puis maintenant, faisons un peu de psychologie à 2 €. Parce qu'il y a des coïncidences invraisemblables qui prennent plus de place dans l'imaginaire. Par exemple, pourquoi la tartine de beurre tombe-t-elle toujours du côté du beurre? C'est la bonne question.
Eh ben en fait, c'est pas vrai. Ouais, la tartine de beurre, elle tombe pas toujours du côté du beurre. Alors je sais, j'ai lu des choses comme quoi le beurre, il était un petit peu plus lourd, etc. Très franchement, ça joue pas. C'est une chance sur deux du côté du beurre, une chance sur deux du côté du pain. Bon. Mais quand ça tombe du côté du pain, on ramasse la tartine, on souffle, on la mange, on a oublié. Quand ça tombe du côté du beurre, hein, vous imaginez, c'est le matin, on va au boulot, on n'est pas content de s'être levé, on tartine, et on échappe sa tartine, ça tombe du côté du beurre. Bon. Ah bah on ramasse, on jette la tartine, on doit nettoyer le sol, on se retartine, on se dit, oh ah, zut, c'est pas de bol. Alors si ça arrive une deuxième fois de suite, voire une troisième fois de suite, pourquoi pas, eh bien on se dit, ça tombe toujours du côté du beurre. Et la quatrième, cinquième, sixième et septième fois, ça tombe du côté du pain, on oublie parce que ça n'a pas pris d'importance, hein, et on se rappelle des fois où c'est tombé du côté du beurre, on se dit ça tombe toujours du côté du beurre. Même chose, pourquoi est-ce que quand on est en retard, on a tous les feux rouges, hein, voilà. Eh ben, c'est pas vrai naturellement. On a autant de feux verts que de feux rouges, hein, qu'on soit en retard ou pas. Bon. Mais quand on n'est pas en retard, le feu rouge, c'est pas grave, hein. On écoute de la musique, voilà, etc. Par contre, quand on est en retard et qu'on se prend 3 feux rouges de suite, on se dit c'est pas possible, j'ai pris tous les feux rouges. Par contre, les feux verts d'après, ça n'invalide pas l'idée qu'on avait eue avant. Voilà. Donc, il y a des coïncidences réellement invraisemblables ou non, mais en tout cas qui prennent beaucoup plus de place dans l'imaginaire. Hein. Voilà. Bon, imaginez, hein, ça nous est tous arrivé, je pense, on rentre chez soi, hein, et on dit à sa compagne, oh dis donc, tu sais quoi, le cousin Nestor, dont je te parlais justement hier, je l'avais pas vu depuis 5 ans, je l'ai croisé dans la rue, aujourd'hui, c'est quand même dingue, quelle coïncidence, ah là là, puis ça on va le raconter, ses amis, à ses collègues, lesquels vont raconter à nouveau, enfin ça va prendre beaucoup de place, hein, tandis que c'est relativement rare qu'on rentre chez soi en disant, ah tu sais, l'oncle Germain, que j'ai pas vu depuis 5 ans, dont je te parlais hier, bah je l'ai pas vu aujourd'hui. Hein, alors que c'est évidemment ce qui se passe l'immense majorité du temps. Voilà. Et c'est vrai que le paranormal joue beaucoup là-dessus, parce qu'en plus, ça prend ce qu'il raconte plus de place dans l'imaginaire. Souvent, on nous parle de mort, de choses étranges, des rêves prémonitoires, etc., etc. Hein, et donc, forcément, ça prend plus de place dans l'imaginaire. Alors, petit récapitulatif. Certaines coïncidences paraissent invraisemblables. Méfiance, parfois vaut mieux calculer. Certaines coïncidences sont vraiment invraisemblables et c'est normal, et certaines coïncidences sont marquantes, elles prennent plus de place dans notre imaginaire. Alors je voudrais conclure ce petit topo par la conclusion suivante, c'est un dicton qui dit qu'il y a une chance sur 1 milliard de se faire manger par un lion sur les Champs-Élysées, hein, mais il suffit d'une fois. Est-ce par hasard si j'ai suivi une étoile qui m'a conduit